Bonsoir à tous et bienvenue sur ETV le 1945. Nous sommes mardi, journée mondiale de la liberté de la presse. En une année, le Sénégal a reculé de 24 places dans le classement de Reporters sans frontières. Les événements de mars 2021 seraient à l'origine de cette position assez inquiétante. Les détails à suivre dans cette édition. Les violences justement sous toutes leurs formes dans les maisons, dans les rues et même sur les réseaux sociaux. Le mal est profond et nous avons posé à nouveau le débat auprès de l'opinion publique et vous allez le voir, plusieurs facteurs ont été identifiés pour tenter d'expliquer certains comportements. Et en fin d'édition, notre modèle de réussite, comme tous les mardis, un bijoutier au mode de travail ordinaire mais très original. Et c'est à découvrir dans quelques instants. Et je vous fais part d'abord de cette note d'information de la CNO. Des perturbations dans la distribution de l'eau sera notée dès demain et cela pourrait se poursuivre jusqu'à vendredi. À l'origine des travaux de réparation d'une fuite sur l'une des conduites du lac de Guiers sont concernés plutôt Dakar et sa banlieue, Rufisque et alentour, ainsi que toutes les localités traversées par les conduites sur l'axe Louga et Thiès. Reporters sans frontières a donc rendu public son classement mondial de la liberté de la presse. Le Sénégal passe de la 49e place à la 73e en 2022 et nous avons alors interrogé un expert sur cette régression et c'est justement le directeur du bureau RSF Afrique qui explique que cela est dû à la crise socio-économique que notre pays a connue l'année dernière. Il s'appelle Sadibou Maron et il est joint au téléphone par Mohamed Kanji. Probablement parmi les facteurs le fait que 2021 au Sénégal a été une année assez difficile pour les journalistes, notamment dans la mesure où il y a eu des événements sociopolitiques qui ont été couverts par les médias d'une manière générale. Et les médias et les acteurs des médias, malheureusement, ont subi un peu des conséquences assez difficiles par rapport à cette situation. La question de la sécurité des journalistes, donc, est probablement un des points d'analyse qu'on pourrait essayer de faire prévaloir sur cette question de chute plus ou moins spectaculaire ou en tout cas à caractère inédit de la place du Sénégal qui passe de la 49e à la 73e. Il y a eu des attaques physiques ou il y a eu également des attaques verbales venant de différents acteurs. On a vu dès le mois de février en 2021 que le journal Les Échos, qui faisait partie des journaux qui avaient révélé cette plainte contre le président Ousmane Sonko a été pratiquement attaqué verbalement avec des menaces. Il y a aussi des efforts assez intéressants qu'il faut relever pour le Sénégal. Les répondants du classement ont remarqué par exemple qu'il y a cette volonté au niveau politique et gouvernemental de toujours continuer à promouvoir le pluralisme. Il y a ce fonds d'appui au développement de la presse. Et le représentant régional du Haut-Commissariat aux droits de l'homme en Afrique de l'Ouest oriente son analyse vers les médias sociaux. Il évoque notamment l'éternel problème de l'accès à l'information par les journalistes. Andrea Ori, que nous écoutons. Le Sénégal, effectivement, comme vient d'être rapporté dans les rapports sans frontières, elle sort 8e dans l'espace UMEA, que ce n'est pas non plus un résultat très performant, tout en sachant qu'au Sénégal, la liberté d'expression, la presse, il y a toute une multitude dans la presse dans laquelle il y a une certaine liberté d'expression, tout en sachant que, comme on vient de lire dans les rapports, il y a quand même de l'espace pour pouvoir améliorer. En particulier, dans un contexte dans lequel il y a beaucoup de pression dans les médias sociaux, dans les réseaux sociaux, des pressions aussi sur la liberté
de pouvoir avoir accès à l'information par les journalistes et aussi pour pouvoir étudier les dossiers d'une façon assez approfondie pour relayer une information qui soit la plus neutre et liée aux faits qu'on vient de rapporter. Et voyez maintenant ce tweet du chef de l'État à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse. Macky Sall a rendu hommage aux journalistes qui, malgré les conditions de travail parfois compliquées, participent tout de même à la promotion de la liberté de la presse au Sénégal notamment. Violence et dérive sur les réseaux sociaux, deux phénomènes aux conséquences non négligeables et des questions, oui, largement évoquées hier dans les sermons lors de la prière de la Korité. Les responsabilités ne sont pas facilement explicables, certes, mais beaucoup pensent que les parents ont un rôle crucial à jouer. Voyez ce reportage signé Mamadou Seydina Baye. L'attitude des jeunes sur les réseaux sociaux est inquiétante aux yeux de certains citoyens. Ils pensent que le comportement de la jeune génération est dû en grande partie au manque d'éducation. Ils imputent la responsabilité aux parents. Selon eux, les imams ont bien fait d'alerter. Le manque de repères est visible. Les enfants ne sont plus éduqués dans les maisons. Les parents n'ont plus le temps de surveiller leurs enfants. Vous savez, avant, quand un enfant sort à 18h ou 19h, il rentre chez lui. Aujourd'hui, c'est le contraire. Croyez-moi, ce n'est pas la télé qui va les éduquer. La violence évoquée par les imams dans leur sermon préoccupe Alassane Diouf. Il estime que l'exode en est en grande partie la cause. Pour lui, les jeunes sont pressés de pouvoir devenir riches. Les enfants sont pressés d'avoir de l'argent. Comment comprendre qu'un jeune qui ne travaille pas puisse s'offrir une moto à 800 000 francs CFA? Il faut qu'on se le dise. L'exode est en grande partie la cause de la violence et des cas d'agression. Mais où est la police, la gendarmerie? Personnellement, on ne m'a jamais demandé ou fait un contrôle d'identité. Bala Aïdara est coach de basket. Il encadre plus de 300 jeunes. Il se bat au quotidien contre ce phénomène. À chaque séance d'entraînement, il en profite pour sensibiliser les jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux et la violence. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient dans ce quartier, qui ne faisaient pratiquement rien. Les bandits en profitaient pour les récupérer. Et moi, j'ai décidé de les initier. Aujourd'hui, ils n'ont même plus le temps de faire autre chose que le basketball. Quand je vois qu'ils utilisent les réseaux sociaux de la mauvaise manière, je convoque vite leurs parents. Dans les différents sermons des imams, lors de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr, l'utilisation des réseaux sociaux et la violence ont été des thèmes les plus abordés. Pour certains, un changement d'attitude et des réactions s'impose avant que la question ne devienne plus complexe. Mamadou, si merci. Transition pour revisiter le rôle de l'imam dans la vie politique et sociale. L'enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Dr Amadou Amidou Diallo, rappelle les fonctions de régulateur d'un imam dans une société, des propos recueillis par Younoussa Gueye. Vous savez, dans l'histoire de la pensée musulmane, il est vrai que l'imam a toujours joué un rôle. Et ce rôle-là, il est historique. Il est historique, mais il est également spirituel et temporel, puisque l'imam joue une sorte de pont de jonction entre le spirituel et le temporel. Au temps où la communauté musulmane était centrée autour de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée jouait une sorte d'assemblée des musulmans, où étaient exposés tous les problèmes de la société, sociologiques, des problèmes qui concernent toute la Oumma islamique, qui était encore extrêmement ciblée et concentrée autour de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait ce rôle de jonction, de régulateur de la société musulmane. La responsabilité de l'imam qui est citée par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit al-imam mas'oulun an ra'iyatihi, c'est-à-dire que l'imam est interrogé au sujet de ce qu'il dirige. Donc il est responsable et comptable de tout ce qui se passe au niveau de la société. Il doit faire en sorte que les liens se restent davantage.
il doit aider du côté économique, il doit aider du côté également social, il doit pouvoir régler les tensions qui apparaissent dans la société. Il est une sorte de modèle et de référence pour toute la société. L'imam n'est pas celui-là qui est l'ami de l'État, forcément. L'imam n'est pas le commis de l'État, le commis de chef de l'État. L'imam n'est pas celui qui raconte ce qui fait plaisir aux gouvernants. L'imam, c'est celui qui raconte ce qui doit faire plaisir à Dieu. De ce point de vue-là, c'est une personne de référence sur laquelle on doit nous appuyer, toute la société doit s'appuyer pour réglementer les problèmes qui sont agités au niveau des quartiers, au niveau beaucoup plus central de la société de manière générale. Toute autre chose à présent, d'après l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, la procréation des femmes a diminué ces dernières années au Sénégal. Et dans le reportage qui va tout de suite suivre, nous avons donné la parole à des femmes en âge de procréer et elles nous livrent leur point de vue par rapport à cette situation. Aïssatou Kane et Seydina Mbaye. Auparavant, les parents procréaient pour former une famille élargie. La tendance a basculé vers une limitation des grossesses, un constat jugé incompréhensible et inconcevable par cette mère de famille. Que les couples mettent au monde des enfants afin d'élargir la communauté musulmane, qu'ils viennent à nos traditions et quittent les appartements pour couples et 2 enfants. Une fille, un garçon. Au quartier Sicap, un ancien militaire à la retraite conçoit bien le choix des couples. Limiter les naissances est devenu un mal nécessaire. Niette contredit cette commerçante. Normalement, parce que c'est normal car rien ne marche dans ce pays. Avoir des enfants sans pouvoir les nourrir ni les éduquer ne sert à rien. Ça ne crée que du banditisme. Nombreuses sont les femmes qui veulent procréer. Il faut tenir compte des maladies qui empêchent les naissances, explique-t-elle. Je ne vois pas que nit ñi dañuy planning wala dëkk bi moo metti ndax jigéen ñi wàññi njurum doom bi. Ce n'est pas à cause de la vie chère ou des plannings. Les femmes veulent bel et bien avoir des enfants. La vérité c'est que beaucoup de femmes sont malades et l'État ne les accompagne pas. La plupart souffrent de myome ou de fibrome comme moi. Et malheureusement, elles vont vers les marabouts pour avoir des enfants. Que l'État nous vienne en aide. Pour am doom da ngay gis fu nekk la ñuy dem di naan du n'importe quoi kon nag nañu état bi jàppale. En rendant public l'annuaire de la population du Sénégal pour l'année 2021, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie a dévoilé que les femmes procréent de moins en moins avec un indice de fécondité passant de 6,4 à 4,7 entre 1986 et 2019. Baba Maal était au CICES hier pour une retrouvaille avec ses partenaires du village de Doué. Pour l'artiste, cette collaboration doit inspirer d'autres associations qui militent pour le développement. À noter également que plusieurs personnalités étaient présentes lors de cette soirée. Boudan Diaty également, et il signe ce compte rendu. Le village de Doué renoue avec une vieille tradition. Pendant plusieurs années, ce village du département de Podor a noué une collaboration solide avec Baba Maal qui a beaucoup participé au développement de la localité. Nous avons fait beaucoup de réalisations avec Baba Maal. Nous avons pu réaliser un poste de santé d'une valeur de 45 millions. Nous avons pu construire des salles de classe. Nous avons pu construire une maternité. Nous avons pu acquérir une vedette motorisée qui assure le transport, d'autant plus que nous transport fluvial en période hivernale, d'autant plus que nous sommes dans l'île à Morphil, c'est là où commence l'île à Morphil. Donc cette association ou bien ces genres d'organisations nous ont permis quand même de faire beaucoup de réalisations. Un partenariat qui doit inspirer d'autres associations du Sénégal selon l'artiste Baba Maal. Des partenaires privilégiés. Et on a passé un certain moment sans collaborer avec les gens de Doué, donc après des générations, donc on est en train de reprendre cette collaboration avec l'association de développement de Doué
Et je pense que c'est un exemple qui devrait être suivi par beaucoup d'associations dans le Sénégal. Pour cette année, les ressortissants de Doué ont voulu honorer le défunt Abdoulaye Iliman Dia qui a beaucoup contribué au développement du département de Podor. Le mouvement ADEP venu représenter le défunt maire de Demet a montré toute sa satisfaction. Nous sommes très contents et en même temps nous sommes fiers d'être là aujourd'hui. D'une soirée que les Doué, le village de Doué a voulu honorer à notre mentor, Abdoulaye Iliman Dia. Nous nous félicitons de cet honneur qui nous est accordé aujourd'hui. Au sortir de cette soirée riche en couleurs, l'artiste Baba Mal compte sillonner le monde pour fêter les 37 ans du Dandé Legnol et remercier un public qu'il a toujours soutenu. Je vous le disais en titre, immersion dans l'univers des bijoutiers. Mbaye abat un travail fascinant fait à la main du début à la fin, malgré le difficile accès à l'or et à l'argent, loin des bijouteries modernes avec leurs outils de pointe. Aïssatou Kane et Moussafa l'ont rencontré. Sur une allée située au marché Castor, se sont installés des bijoutiers. Les vitrines assez démonstratrices du type de bijoux vendus sur place ne cachent pas le savoir-faire traditionnel avec aucun outil de pointe. Dans son atelier d'environ 2 mètres carrés, Mbaye façonne ses bijoux. Ici, pas besoin de plein d'outils pour les fabriquer. Le chalumeau à la main fait l'essentiel du travail. Autour de lui, des outils divers et variés, tels que des limes, des cadres, des lames de scie, des pinces, des marteaux. Une machine pour faire transformer les perles d'argent en argent dur. Celle de polissage ou encore le tourneur pour laver les bijoux et les blanchir. « 25 ans, Kebegei fabrique lui-même ses œuvres d'art. La plupart de nos bijoux, bracelets comme bagues, c'est nous qui les fabriquons avec nos propres mains. Mais les chaînes sont souvent importées. En alliant technique et compétences, les bijoux de ce maître du feu attirent pas mal de clients. Parfois, la demande est forte et quels que soient les prix, les clients l'achètent. Car c'est un prestige et à tout moment, il peut en avoir besoin. La concurrence, loin de lui porter préjudice, au contraire, elle est bénéfique pour sa part. Les bijoux sont chers, franchement. L'or, nous ne le voyons même pas. Si les autorités pouvaient nous aider au moins à diminuer le prix de l'or et de l'argent, ça allait nous arranger. C'est notre principale difficulté. Malgré le sabot-de-là mondialement connu et les secteurs miniers, les bijoutiers locaux n'en profitent guère, déplore Mbaye. C'est tout un problème pour eux d'acquérir ces bijoux de valeur. La concurrence, c'est très normal. Après tout, on ne gagne que ce qu'on mérite. Je pense que la concurrence fait plutôt marcher les choses. Il faut juste s'atteler à faire du bon travail et les clients viendront. Ces petits créateurs fabriquent des bijoux africains d'une beauté et d'une finesse incroyable. Cependant, si le savoir-faire traditionnel est primordial, la plupart de ces bijoux manquent cruellement de moyens techniques.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes et à demain pour le 1945.